Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler de régression émotionnelle dans votre couple. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos questions ou les suggestions de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi aller sur notre site www.lesexologue.ca pour aller voir nos blogs, nos programmes et consulter nos professionnels de la clinique. Donc, on va parler de la régression émotionnelle aujourd'hui dans les couples. Chose qu'on parle de plus en plus maintenant, surtout dans le domaine en fait de la relation d'aide, de la psychothérapie, comment les gens régressent, mais c'est peut-être quelque chose qu'on est moins familier avec dans le jargon populaire que les gens peuvent avoir. Par contre, des fois, on parle d'être triggeré par quelque chose ou activé par quelque chose. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de mots-là. Par contre, ces mots-là sont utilisés de façon très, pas aléatoire, mais de façon trop facile, disons. Fait que je vais vraiment parler de qu'est-ce qu'une réelle régression dans une relation, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on en a et comment s'en sortir parce que ça peut nuire considérablement à nos relations, surtout dans un état de conflit et de chicane. Donc, qu'est-ce que la régression émotionnelle? Donc, la régression émotionnelle, c'est en fait quand on perd nos moyens pendant une interaction sociale ou relationnelle, surtout avec notre partenaire, et c'est davantage là-dessus là, qu'on va en parler, mais on peut faire des régressions émotionnelles avec nos parents, avec un frère, un collègue, un boss, etc., un ami. Mais ça a tendance à beaucoup arriver avec des gens significatifs, évidemment, dans notre vie, dont nos partenaires. On peut même régresser avec nos enfants. Donc, quand on parle de régression, c'est quand on perd effectivement nos moyens, on a une surcharge émotive, émotionnelle, qui nous fait un peu perdre nos moyens cognitifs. Donc, souvent, on est complètement dans le brouillard, on a de la misère à réfléchir, soit qu'on est en train d'exploser émotivement de façon très intense, disproportionnée, exagérée par rapport à la situation devant nous, malgré qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être passé qui a provoqué cette situation-là. Souvent, la réaction elle est particulièrement énorme et on perd justement sa capacité à voir les choses de façon plus logique. Et souvent, ça nous amène et ça enclenche en fait des comportements qui sont malsains, inadéquats et généralement très immatures et destructeurs, tout dépendant du niveau de régression dans lequel on peut être. Un des auteurs, en fait, qui parle de cette régression émotionnelle-là, c'est David Snarch. Puis lui, en fait, il le compare finalement au Mariana Trench. Le Mariana Trench, c'est la partie, en fait, de l'océan la plus profonde sur notre planète. Puis là où, si on va à ces profondeurs-là, en fait, dans la mer, c'est vraiment un état de survie. Ce sont généralement les poissons, les êtres vivants, marins, les plus typiquement laides, très dangereuses. Puis, on est dans une profondeur, une noirceur particulièrement importante. En fait, il n'y a quasiment pas de lumière, voire pas du tout de lumière qui se rend à ces profondeurs-là. Et donc, lui, il fait le parallèle, la métaphore avec être dans cette profondeur-là, cette noirceur-là, dans cet état de survie-là, c'est do or die finalement. Et donc, quand on est dans cet état-là, dans un conflit avec l'autre, mais on voit finalement notre partenaire comme étant un fort antagoniste à une situation. Et c'est là qu'on peut devenir beaucoup dans la vengeance, des comportements de destruction envers l'autre, de dénigrement, de dévalorisation, où toute cette énergie-là, cette agressivité-là, se retourne vers nous. Donc, on se dévalorise soi-même, on se rabaisse, on se sent minable, on sent qu'on ne vaut rien. Et puis, cette période-là de régression émotionnelle, elle peut être temporaire, dans un court laps de temps de quelques minutes à quelques heures, voire à être de façon plus permanente, même dans notre quotidien. Je vais davantage plus parler de régression émotionnelle temporaire, donc ce qu'on appelle en anglais des acute regressions. Et puis, quand on se retrouve là, c'est parce que il y a quelque chose dans le conflit qui nous a provoqué et on retourne un peu, en fait, dans un mode où notre cerveau ne fonctionne pas correctement. Il y a une déconnexion, en fait, entre l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche qui ne se fait pas tout à fait. Puis là, je simplifie un peu l'aspect neurologique, mais pour l'imager, c'est un peu ce qui se passe.
Et donc, comme il y a un manque de communication au niveau du cerveau, il y a certains endroits du cerveau qui ne sont pas en train de communiquer adéquatement l'un avec l'autre, eh bien, on perd justement nos moyens. Et même physiologiquement, notre visage peut changer à être, entre guillemets, plus laid. Donc, on a un visage qui peut être très agressif, même épeurant pour l'autre personne, un visage de très grande tristesse. Donc, ce n'est pas les moments où ce qu'on est à nos meilleurs jours. Et puis, on peut justement être dans une forme de justification de nos comportements qui peuvent être particulièrement destructeurs. Donc, c'est là qu'on peut justement faire ressortir des tactiques de manipulation, de contrôle envers notre partenaire, puis comme je disais tantôt, de dénigrement, de dévalorisation, ou qu'on va nous-mêmes se laisser en fait contrôler, manipuler facilement. On devient finalement parfois un peu aveugle à ce que l'autre est en train de nous faire. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler du terme gaslighting, mais c'est souvent dans un état de régression émotionnelle quand on se fait gaslighter par son partenaire. Donc, les signes, effectivement, c'est une forte charge émotive, un brouillard cognitif intellectuel qui peut s'installer, des émotions tellement fortes qu'on n'est pas capable de les gérer. On se sent justifié d'avoir des comportements méchants et même sadiques parfois envers notre partenaire ou qu'on va accepter finalement ces comportements-là à notre égard. Qu'est-ce qui cause ces régressions-là émotionnelles? Eh bien, c'est beaucoup plus commun qu'on peut se l'imaginer. Souvent, on va avoir même de la difficulté à se voir dans cet état-là de régression, mais on va plus facilement voir son partenaire. Et même être en présence d'une personne régressée fait en sorte que ça peut avoir tendance à nous mettre dans cet état-là aussi. De voir quelqu'un complètement se désorganiser, comme les émotions sont contagieuses, on va ressentir cette charge émotive-là, puis ça fait en sorte qu'on se désorganise aussi de notre côté, qu'on régresse aussi. Donc, on se retrouve généralement dans un couple où les choses sont plutôt explosives, avec deux personnes, en fait, qui sont régressées. Qu'est-ce qui a causé, en fait, ces régressions-là? Bien, c'est souvent, en fait, des blessures importantes qu'on a eues dans des relations significatives. Généralement, des relations avec d'anciens partenaires, de frères, de sœurs, de grands-parents, d'oncles, de parents, par exemple, qui ont été, à certains moments, inadéquats. Puis plusieurs personnes vont peut-être avoir l'impression d'avoir eu des parents absolument extraordinaires, mais même nos parents, à certains moments, peuvent avoir eu des moments de régression avec nous. Qu'en tant que parents, on va avoir des moments de régression avec nos enfants et ces moments-là ont des impacts importants pour ces gens-là plus tard dans leur vie et être en conflit avec un partenaire peut générer en fait ces réactions-là plutôt vives. Donc, on développe généralement une forme de très grande rigidité aussi à ces moments-là. On n'est pas capable de voir autre chose que nos propres besoins. On devient parfois très égoïste à ces moments-là, dû justement à la blessure qu'il a pu avoir. Et si on n'est pas capable de reconnaître l'état de régression dans lequel on se retrouve, bien, on va perpétuer en fait ce cycle-là de façon répétée et longuement, et on ne se sortira pas finalement de ces moments-là plus difficiles. Donc souvent, c'est parce qu'on a vécu des moments de mind mapping traumatiques, parfois qui sont évidents, comme par exemple des agressions sexuelles à l'intérieur de la famille, des parents négligents, des parents dénigrants, qui le font soit de façon subtile ou parfois de façon évidente. Un moment de manque de patience important que nos parents ont eu, des rigidités qu'eux ont pu avoir dans la manière de vouloir vous éduquer, des fortes réactions quand vous n'écoutiez pas. Donc, pas un parent qui est nécessairement ferme, mais qui, comme on dit en anglais, goes a bit batshit crazy. Bon, fait que vous avez eu des parents de ce genre-là. Vous avez probablement des tendances parfois à vous régresser dans des moments où vous pouvez être déclenché. Et donc, c'est important de reconnaître non seulement les moments où ça arrive, mais de comprendre potentiellement d'où c'est que ça vient. Puis le mind mapping traumatique, ça peut être quelque chose de très subtil aussi. Donc, tantôt, j'ai parlé, par exemple, d'agression sexuelle. Mais parfois, en fait, on n'a pas besoin d'avoir vécu des attouchements sexuels ou des agressions sexuelles comme on l'entend légalement. Mais parfois, on a peut-être un membre de la famille qui nous sexualise, qui passe des commentaires qui sont déplacés, un peu sexualisés, que personne dans la famille réagit ou beaucoup de gens normalisent, en fait, ces comportements-là, qu'on ne se sente pas bien, en fait, avec certains propos que nos parents
peuvent avoir à notre égard, la manière qu'ils nous parlent, par exemple, de façon sexuelle. Puis parfois, ce n'est pas nécessairement sexuel. Des fois, c'est juste des petits coups bas, en fait, qu'on va recevoir, des comportements inadéquats qu'un parent peut avoir. Puis on peut aussi avoir ça dans d'autres relations familiales, comme un frère, une sœur, par exemple, un oncle, une tante, un grand-parent, etc. Donc, quand on est dans une famille qui vit avec des dysfonctions et que les gens aussi ont tendance à accepter ou mettre en dessous du tapis ce dysfonctionnement-là, on apprend en fait finalement à régresser à ces moments-là. Donc, on a accumulé des moments de régression. On a vécu du mind mapping traumatique où on a analysé en fait une situation qui était particulièrement dérangeante, mais que comme ça a été mis sous le tapis, mais on a comme un peu normalisé la situation. Et c'est souvent des années plus tard en tant qu'adulte que ça va venir faire des réactions qu'on n'avait pas nécessairement fait ou on ne fait pas de lien direct nécessairement avec ces situations-là. Il faut vraiment se questionner plus en profondeur des dynamiques familiales. Puis souvent, les gens qui disent qu'ils ont eu des belles enfances, mais qui n'ont pas nécessairement beaucoup de souvenirs peut-être de ça, mais qui ont une idée floue, en fait, de leur enfance, c'est aussi un signe de mind mapping traumatique. Donc, le mind mapping traumatique, des signes qu'on peut avoir, c'est généralement des gens qui n'ont pas de souvenirs très clairs de leur enfance, des gens qui ont vécu dans des situations particulièrement de négligence parentale ou familiale. Parfois, en fait, il va y avoir des situations qu'on a banalisées, que d'autres personnes vont avoir tendance à réagir dans notre entourage quand on en parle, mais nous autres, on réagit plus ou moins. Donc, on a une forme d'aveuglement, si vous voulez, face à cette situation-là. Notre radar de mind mapping n'est pas tout à fait aiguisé, où il y a des trous, en fait, dans ces moments-là. Et les conséquences qu'on va avoir étant plus jeune, c'est des moments, effectivement, de brouillard cognitif, donc d'être dans un fog, dans un brouillard intellectuel, dans des moments de conflit, ou des grandes explosions émotives qu'on peut avoir, donc des régressions émotionnelles temporaire qui fait qu'on réagit très fortement face à notre partenaire. Et généralement, notre partenaire provoque ça chez nous, soit par leur propre régression, ou nous-mêmes, en fait, où on provoquait quelque chose finalement chez nous qui viennent nous rappeler ou qui nous rappellent les dynamiques qui se sont passées auparavant. Donc, comment est-ce qu'on sort, en fait, d'une régression? Bien, la première étape, en fait, c'est de réaliser qu'on est dedans. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de nommer, en fait, je régresse en ce moment. Donc, quand je vois des symptômes dont j'ai parlé tantôt, que je suis très fortement dans mes émotions, le simple fait de se sortir, en fait, de l'état émotif surchargé et de me ramener à mon state of mind, comme on dit en anglais, dans son état de conscience, que je réalise, en fait, que je suis régressé, c'est déjà un premier pas. Parfois, je vais réaliser que j'étais régressé dans le conflit. Puis des fois, de le dire, ah, j'étais régressé à ce moment-là, plus on commence à le reconnaître, plus on va commencer à le reconnaître rapidement, voire éventuellement pendant que je suis régressé. Une fois que j'ai pris cette première recul-là de régression, ironiquement ou paradoxalement, on a tendance à tomber dans une autre forme de régression. Parce que le fait de voir qu'on est régressé nous régresse. C'est choquant, en fait, de voir à quel point on a régressé, qu'on est, comme je disais tantôt, dans le Mariana Trench, dans la noirceur, dans un état de survie. Se reculer puis nous voir dans cet état-là, ça crée une régression. Par contre, c'est une régression qui est vers le haut, qui nous amène à sortir de la régression. C'est une deuxième régression moins significative, mais il faut aussi tenter de reconnaître qu'on va peut-être être régressé par cette deuxième situation, cette prise de conscience-là, finalement. Une fois qu'on réalise et qu'on s'est sorti un peu ou qu'on comprenne conscience de la régression, c'est là ici qu'il faut amener notre corps, en fait, à se calmer. Donc, ce n'est pas nécessairement le temps de se parler ou de regarder le discours interne. Ce n'est pas le moment de nommer les émotions qu'on est en train d'avoir. On n'a pas la capacité, en fait, neurologique de faire ça. Donc, il faut calmer, en fait, le système nerveux, calmer, en fait, le cerveau. Et comment se faire? On s'assoit, on prend des grandes respirations, on fait un scan corporel, on prend le temps de juste ressentir notre corps en ce moment. Cet exercice-là peut être particulièrement intense parce que là, on est vraiment en contact finalement avec la souffrance qui est en train d'émaner. Donc, ça ne va pas avoir l'impact immédiat d'atténuer en fait l'émotion, ça va avoir la tendance à en prendre davantage conscience. Donc, c'est ici que la tolérance
à l'inconfort émotionnel, elle est importante. Parce que quand on est régressé, on veut tenter de sortir en fait de cet état-là de souffrance. Et c'est en ayant ces comportements malsains et destructeurs qu'on tente de s'en sortir, mais ce que ça fait, c'est que ça provoque davantage l'état de régression chez l'autre personne qui nous fait régresser aussi en même temps. Donc, de prendre conscience de cet état émotif-là, de juste tolérer en fait la souffrance qui s'y retrouve. Et là, après ça, il y a une atténuation, il y a un apaisement des émotions qui s'installe, il y a un grounding qui peut se faire. Ensuite, on peut commencer à regarder quel était peut-être l'état émotif dans lequel ça m'a fait tomber. Fait que là, je suis plus conscient, je suis plus en contrôle de mon système nerveux, de ma capacité à pallier à mes émotions. Et là, je peux commencer à regarder quel est mon discours interne. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Comment j'ai justifié certains de mes comportements que je viens de faire ou que je voulais faire? Quelle émotion a émergé? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ceci est une émotion de surface? Peut-être que j'étais très fâché, mais en arrière d'être en colère, peut-être que j'avais une blessure. Quelle est cette blessure-là? Le rejet, l'abandon, le sentiment d'être ignoré, de ne pas être aimé, de ne pas être désiré, de ne pas être important, d'être insignifiant pour l'autre. Donc, à quoi ça fait référence cette réaction-là émotive? Quelle émotion que ça fait réellement référence? Et ensuite, comprendre, OK, ce discours-là, cette émotion-là, est-ce qu'elle résonne avec moi dans d'autres endroits de ma vie? Est-ce que je me suis déjà senti de cette façon-là? C'est ici que la psychothérapie avec un sexologue psychothérapeute ou d'autres types de thérapeutes peuvent vous aider en fait à explorer en profondeur en fait la signification et le modus operandi, si vous voulez, de ces régressions émotionnelles-là. Mais il y a déjà un travail qui peut être fait par soi-même de déjà le repérer, se grounder, s'auto-réconforter et tolérer un certain degré de mal-être qui va aussi émerger de faire ce processus-là. Et quand on travaille nos régressions émotionnelles, bien, on travaille aussi notre soi, notre perception de soi-même. Parce que dans un état de régression émotive, notre perception de soi, elle est éclatée. Ou on la sent particulièrement fragile, on la rigidifie pour justement qu'elle n'éclate pas. Parce que cet état-là d'éclatement peut nous faire tomber effectivement dans des profondes émotions désagréables comme la dépression ou des attaques de panique, des émotions d'angoisse et d'anxiété particulièrement importantes. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une forme de rigidification de comment on se perçoit. On devient très, très, très fragile et on veut défendre en fait comment les gens nous perçoivent et comment nous, on se perçoit. Mais en faisant le travail par rapport à la régression émotionnelle, on réussit à solidifier en fait la perception qu'on a de nous-mêmes, donc son self ou son soi, mais aussi on réussit à le flexibiliser. Donc, ça ne devient pas un bâton de caoutchouc, mais il y a une certaine solidité. C'est comme un bâton de métal qui, si on plie en fait, va se remettre à sa posture initiale, mais il va avoir un certain bend dedans. Il faut qu'on est capable justement d'avoir une perception de soi, du monde, qui est plus nuancée. Qu'on peut ne pas tout le temps chercher à ce que les autres nous valident, nous réconfortent dans notre image de nous et on va être beaucoup moins réactif. Donc, quand notre partenaire tente ou par leur propre régression de nous faire régresser, mais si on a un soi qui est plus solide et flexible, on tolère mieux en fait ces moments-là, on réussit à moins régresser ou de reconnaître plus rapidement les signes de régression et de s'en sortir plus facilement et rapidement. Donc, je vous laisse sur ces quelques réflexions-là. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des réactions très vives, émotives, que vous gérez mal, de voir votre partenaire, en fait, être dans cet état-là? Que l'état de l'autre vient vous triggerer, vous autres aussi, dans la régression. Est-ce que vous avez eu une enfance qui était remplie peut-être de problématiques qui n'ont pas été traitées, n'ont pas été explorées, puis que ça serait important effectivement de regarder l'impact que ces situations-là ont eu? Est-ce que vous avez eu peut-être une belle enfance, mais que vous n'avez pas l'image complète que vous voulez avoir, que vous vous êtes créé un peu des trous? Y a-t-il des sujets tabous dans votre famille que vous n'oserez jamais aborder parce que vous savez que si vous les abordez ou que si vous agissez d'une certaine façon, ça va potentiellement désorganiser en fait certains membres de la famille et potentiellement créer beaucoup de conflits à l'intérieur de cette même famille-là. Et donc, même si vous avez eu une enfance ou une famille qui était relativement stable, ne soyez pas surpris que vous allez réaliser qu'il y a certains endroits avec du tape rouge puis du barbelé que si on va là, c'est dangereux. Et qu'on choisit délibérément aussi de ne pas y aller. Un bon indicateur pour savoir sont où ces lignes-là, c'est de parler à votre conjoint, votre conjointe. Parce qu'eux n'ont pas les mêmes enjeux que vous, ils vont avoir les leurs.
Mais vous allez être capable, en fait, à travers les yeux de votre partenaire, de voir quelles sont les dynamiques familiales. C'est d'ailleurs un sujet de conflit assez récurrent dans des couples, qu'un partenaire voit des enjeux problématiques dans la famille de l'autre, mais reste aveugle complètement au leur. Donc ça aussi, c'est un signe généralement de mind mapping traumatique, de mettre beaucoup d'emphase, en fait, sur les problématiques de la belle famille et d'être complètement aveugle et sourd face à son partenaire qui nous pointe nos propres enjeux dans notre famille à nous aussi. Donc, c'est important justement d'être à l'écoute parfois de nos conjoints ou de nos conjointes qui vont voir des choses que nous, on ne verra pas parce qu'on a des enjeux par rapport à ça et on a appris avec les années à bien les éviter. Mais être aussi un peu dans le déni et aveugle face à ça. Et donc, quand on commence à travailler nos éléments de régression qu'on peut avoir dans notre couple, des fois, ça nous fait réaliser qu'il y a d'autres éléments ou d'autres relations dans lesquelles on régresse encore ou qu'on veut éviter en fait des moments de régression émotionnelle. Et donc, si vous commencez à travailler ça, même si vous êtes un couple qui est particulièrement dans des gros conflits intenses, énormes, émotionnels, eh bien, déjà commencer à prendre conscience de tout ça va faire en sorte qu'on va peut-être commencer à tempérer un peu les situations et aller chercher de l'aide si vous sentez effectivement que ça vous rejoint, parce que c'est beaucoup plus commun qu'on peut se l'imaginer dans les couples qui parfois même ont de l'air sains. Merci d'avoir écouté notre podcast Raviver le désir sexuel. Encore une fois, je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. N'hésitez pas à aller voir nos ressources sur notre site lesexologue.ca ou de nous écrire à info@lesexologue.ca.